Le 24 janvier 1981 sur TF1, le feuilleton télévisé Dallas fait sa première apparition à la télévision française. Jamais un feuilleton télévisé n'aura eu autant de succès, avec des pointes d'audience allant jusqu'à 350 millions de téléspectateurs et sera diffusé dans plus de 90 pays. Feuilleton dans lequel on suit le quotidien de la famille Ewing, une riche famille texane vivant dans un luxueux ranch nommé South Fork. Avec à leur tête le patriarche Jock Ewing, fondateur de la compagnie Ewing, une société ayant fait fortune dans le pétrole ainsi que dans l'élevage de bovins, et dont ses deux enfants, J.R. et Bobby Ewing, n'auront de cesse tout au long du feuilleton de se disputer les rênes de la société Ewing. Le feuilleton met également en lumière le conflit qui oppose la famille Barnes à la famille Ewing. Lutte de pouvoir, secret, infidélité et conflits de loyauté au sein d'une riche famille texane mais profondément divisée seront au rendez-vous de ce feuilleton qui deviendra l'un des plus grands succès de la télévision américaine. Je vais vous raconter l'envers du décor du feuilleton télévisé Dallas. Tout commence en 1977 sous la plume du scénariste américain David Jacobs, qui décide de raconter l'histoire d'une riche famille texane ayant fait fortune dans le pétrole, mais vue sous l'angle des relations humaines et des rapports conjugaux. Cette idée lui est venue à la suite du visionnage de la mini-série télévisée suédoise Scènes de la vie conjugale, écrite et réalisée par Ingmar Bergman en 1973. Le script de Dallas tombe entre les mains de la chaîne CBS qui désire l'adapter pour le petit écran sous la forme d'un mini-feuilleton de 5 épisodes. Et c'est à la société Lorimar que CBS va confier la production du feuilleton Dallas. Lorimar, avec dans ses rangs Lee Rich, producteur et producteur exécutif, ainsi que Philippe Capis, qui occupera les mêmes postes, ainsi que celui de directeur artistique. Mais c'est véritablement sur les épaules de Leonard Katzman, qui fut producteur exécutif sur la série télévisée L'Âge de Cristal, que repose en grande majorité le feuilleton Dallas, puisqu'il n'est pas seulement producteur, mais également scénariste, réalisateur, ainsi que directeur artistique sur Dallas, et travaillera sous contrat avec la société Lorimar. Katzman sera très proche des comédiens, faisant tampon entre les acteurs et Lorimar, et aura maille à partir avec Philippe Capis, producteur exécutif de Lorimar, concernant la direction artistique du feuilleton. C'est la directrice de casting Ruth Comfort, qui fut directrice de casting sur L'Homme de l'Atlantide, qui est en charge d'attribuer les rôles des différents personnages de Dallas. Au tout début, c'est le comédien Ken Kercheval qui fut choisi pour endosser le rôle du contremaître de South Fork, Ray Krebs. Mais après une redistribution des rôles, il incarnera finalement à l'écran l'avocat Cliff Barnes. Oh, je ne suis quand même pas une solution de rechange. Je suis probablement le meilleur suspect dans cette affaire. J'ai des centaines de mobiles. Le comédien Steve Canally, quant à lui, fut choisi pour interpréter le rôle de Bobby Ewing. Bobby Ewing, qui dans la première saison de Dallas, apparaît comme le personnage central du feuilleton. Mais la production lui préféra le comédien Patrick Duffy, qui était alors connu pour son rôle de Mark Harris dans la série télévisée L'Homme de l'Atlantide. Quand j'ai accepté de venir ici, je voulais prouver à JR et aux autres qu'il était possible de rester loyal et honnête et de faire des bénéfices. Appelez York tout de suite, s'il vous plaît. Il faut qu'il accepte de répercuter lui aussi l'augmentation de $2 au distributeur. Parce que dans une douzaine de mois, je deviendrai président des Pétroles Ewing. Steve Canally, quant à lui, devra se contenter du rôle de Ray Krebs, le contremaître de South Fork. Bobby dirige la société Ewing. Si vous retirez une somme d'argent très importante, je crois logique de lui en parler. Bobby est un type chouette, il est bien pour la société Ewing. Habille-toi, ton oncle JR a été abattu. Je t'accompagne à l'hôpital. Pour le rôle de Lucy Ewing, le premier choix de la production se porte sur la comédienne Stephanie Kramer. Puis, la production hésite avec la comédienne Charlene Tilton. Après une lutte féroce entre les deux actrices par casting interposé, c'est finalement Charlene Tilton, alors âgée de 17 ans à cette époque, qui est choisie pour le rôle de Lucy Ewing. Peut-être pour toi, oui, mais pas pour moi. Je veux tellement être toujours avec toi. Je croyais que tu pensais pareil pour moi. D'accord. Je serais désolée de voir notre grande famille être critiquée. Est-ce qu'on vous a raconté la douloureuse histoire de ma présence ici ? Victoria Principal incarnera Pamela Ewing, la femme de Bobby Ewing.
Oh, écoute, je croyais qu'on devait profiter de ce barbecue pour tout effacer. Je crois que ça t'est bien égal que je sois près de toi. Tu te fiches complètement que je reste dehors toute la nuit. Tout ce qui t'intéresse pour l'instant, c'est ton pétrole. Barbara Bel Geddes incarnera Ellie Wing, la mère de J.R., Gary et Bobby. Bobby, s'il te plaît, c'est important pour moi aussi. Laisse-lui un peu de temps pour finir ses études et commencer une carrière. Ne l'encombre pas avec une femme. Le comédien Jim Davis, quant à lui, endossera le rôle de Jock Ewing, le patriarche du clan. JR ne discutera jamais de mes affaires avec toi ou n'importe qui d'autre si je ne le dis pas, c'est clair? Oui, alors, qui c'est ici la société Ewing, à ton idée? C'est moi! Linda Gray, ancien mannequin reconverti en actrice, incarnera Sue Ellen Ewing, la femme de J.R. JR, c'est gentil de téléphoner. Je me suis montrée aussi fidèle envers toi que tu l'as été envers moi. Mais rassure-toi, je ne suis pas une alcoolique. Je pense que Bobby Ewing lui donne le premier petit-fils. J.R. Ewing sera interprété par le comédien d'origine texane Larry Hagman, qui fut très connu aux États-Unis dans les années 60 pour avoir tenu le rôle phare de la série télévisée Jenny de mes rêves. Tu veux le nom des Ewing? Les privilèges et la liberté de te conduire comme une traînée. C'est toujours ce que tu as voulu. Écoute, tu es une ivrogne. Et tu me trompes. Avec le dossier que j'ai sur toi, aucun juge de l'État du Texas ne voudra te laisser l'enfant. À la tienne. L'équipe de production trouve un ranch situé à Frisco dans l'État du Texas, dénommé The Cloyce Box Ranch. Ce manoir de style victorien, emprunté au film Au temps d'emporte le vent, construit en 1941, sera le cadre idéal afin d'y asseoir les extérieurs du ranch South Fork. Oh, Sue Ellen, attends. Non, pas encore. Enfin, c'est seulement une question de temps. Les intérieurs de South Fork, quant à eux, et ceux pour cette première saison, ne seront pas tournés au Cloyce Box Ranch, mais au sein de la maison Aldrich House à Dallas. Ce magnifique manoir sera le cadre parfait pour abriter le tournage des intérieurs de South Fork. Pour le tournage de cette première saison, les comédiens logent à quelques kilomètres du ranch de Cloyce Box, dans un hôtel plutôt insalubre où il y a beaucoup de cafards. Et le budget très serré de cette première saison va obliger les comédiens à porter en grande majorité leurs propres vêtements. La première saison de Dallas s'ouvre sur le couple que forment Bobby Ewing et Pamela Ewing Barnes. Tes parents vont certainement me jeter à la porte du ranch. Mais non, rassure-toi, tu es ma femme maintenant. N'oublie pas ça. Tu es devenue une Ewing. Bobby revient à South Fork avec sa femme qu'il a épousée en secret, provoquant un choc chez les deux clans, puisqu'elle est la fille de Digger Barnes, ancien associé et rival de Jock Ewing. Alors maman, avoue qu'elle est belle comme tout. C'est la sœur de Cliff Barnes et la fille de Digger Barnes, je te signale. Oh, écoute maman. Oh non, merci, arrêtez maman. Quand votre frère va-t-il se décider à abandonner sa croisade contre nous autres, les Ewing? Cette union met immédiatement sous tension la cohabitation entre Bobby et Pam d'un côté, et Jock, Ellie, J.R., Sue Ellen et Lucy de l'autre, tandis que la famille Barnes voit ce mariage comme une trahison. J.R., l'aîné ambitieux, tente par tous les moyens de faire échouer le mariage de Bobby et Pamela, en exploitant notamment Ray Krebs, contremaître du ranch et ancien amant de Pamela. Je vois que JR savait que je serais dans cette cabane. Pam a glissé dans le lac et moi j'y suis tombé en l'aidant. Ray me faisait visiter le ranch et ça c'était son idée. Alors c'est pour ça que tu as tellement insisté pour m'emmener. Pamela est ma femme, alors traite-la avec respect, tu entends? Oh, attends, petit frère. Non, laisse-moi parler. J.R. exploite également la vulnérabilité de Lucy, la nièce des Ewing, qui entretient une relation amoureuse avec Ray Krebs. Au final de cette première saison, les complots fomentés par J.R. n'ont pas réussi à briser définitivement le couple Bobby-Pamela, même si leurs relations avec leurs deux familles respectives sont sérieusement entamées. Les 5 épisodes de cette première saison se concluent sans véritable grand cliffhanger. Bien que le scénario mette en valeur le couple que forment Bobby Ewing et Pamela, car ce sont eux les véritables héros de cette première saison, contre toute attente, c'est le personnage de J.R. Ewing, interprété par Larry Hagman, qui rafle tout le succès et vers qui tous les yeux se tournent. Hein, non, je veux pas de café, du vent. Le côté ironique, sournois et manipulateur va tout de suite séduire les téléspectateurs.
et son personnage va rapidement être davantage mis en avant par les scénaristes lors des prochaines saisons de Dallas, jusqu'à devenir le fer de lance du feuilleton. Par ses manigances et ses combines, J.R. Ewing va bousculer tout ce petit monde bien tranquille et va apporter au feuilleton une touche pimentée, pleine de rebondissements. Toujours au cours de cette première saison, l'actrice Linda Gray, qui interprète le rôle de Sue Ellen, la femme de J.R., n'a que très peu de répliques. Patrick Duffy déclarait qu'elle ne servait qu'à garder les chaises chaudes et qu'elle ne parlait que pour proposer du café. Oui, les mariages le sont toujours. Et c'est sur les souhaits de la comédienne que son personnage va évoluer au cours des saisons. Car si Dallas est écrit par des scénaristes, les acteurs vont apporter leur propre vision de leur personnage. Le premier épisode de Dallas est diffusé le 2 avril 1978 à 22h sur la chaîne CBS. Et les scores d'audience plutôt encourageants vont pousser la chaîne CBS à donner son feu vert à la société Lorimar pour emboîter le pas sur une seconde saison, cette fois-ci composée de 24 épisodes. Seulement, la production va être confrontée à un problème de taille qui va remettre en question une partie du tournage. Et vous allez comprendre pourquoi. En effet, Cloyce Box, le riche propriétaire texan du ranch ayant fait fortune dans le pétrole, fut fatigué des incessants va-et-vient de l'équipe de tournage ainsi que des comédiens, ce qui va l'amener à refuser le tournage de Dallas au sein de son ranch pour cette seconde saison. De plus, Cloyce voit d'un mauvais œil l'image négative que donne le feuilleton Dallas de l'industrie du pétrole texan auprès des téléspectateurs. Ironie du sort, le Cloyce Box Ranch, utilisé dans cette première saison, brûla quelques années plus tard en 1987, puis il fut rasé. La production va alors sillonner l'État du Texas et va trouver une propriété située à Parker, à une quarantaine de kilomètres au nord de Dallas. C'est là que seront tournées les scènes extérieures de South Fork, et ce, durant les 2 mois d'été, afin de ne pas déranger le propriétaire du ranch. En effet, le tournage de Dallas nécessite une infrastructure qui est assez lourde. Des techniciens vont et viennent, des caravanes vont envahir les abords du ranch afin d'abriter l'équipe technique ainsi que les comédiens. Mais au fil du tournage de cette seconde saison de Dallas, les épisodes sont écrits puis modifiés selon les indices d'audience ainsi que l'imagination des scénaristes qui apportent des rebondissements au script. Et il sera nécessaire de rajouter des scènes extérieures supplémentaires à South Fork. Une reconstitution d'une partie des extérieurs du ranch sera réalisée et filmée en studio pour les scènes complémentaires. Pour les intérieurs de South Fork, changement de décor. Ils sont tournés dans le manoir Calder House, situé à Park Lane, dans l'État du Texas. Et ce, pour les 7 premiers épisodes de cette seconde saison. Puis, à partir de l'épisode 8 de cette seconde saison, les intérieurs de South Fork seront tournés en studio au sein des studios de la MGM en Californie. En effet, dans l'épisode numéro 2 de cette seconde saison, lorsque Patrick Duffy descend les escaliers, il est obligé de donner un coup de tête afin de ne pas se prendre la corniche du premier étage. Dans l'épisode 18 de cette même saison, il n'éprouve aucune difficulté lors de sa descente, si ce n'est qu'il incline légèrement sa tête dû à sa manière de descendre les escaliers. De plus, la VMC présente dans les épisodes de 1 à 7 sera absente par la suite.
C'est ainsi qu'à partir de l'épisode 8 de la seconde saison, les intérieurs de South Fork sont reconstruits et filmés au sein des studios de la MGM en Californie. Les différents lieux de tournage extérieurs, quant à eux, seront tournés à Dallas. À la surprise générale, le feuilleton télévisé Dallas se place dans le top 10 des meilleurs scores d'audience, avec un ratio de 20, ce qui est considérable non seulement pour une série télévisée, mais surtout pour un feuilleton. Les recettes publicitaires générées par la diffusion de Dallas vont s'envoler sur la chaîne CBS, et l'audience ne cessera de grimper au fil de la diffusion des futures saisons. Dès le début de cette seconde saison, de nouveaux personnages feront leur apparition, parmi lesquels Gary Ewing, frère de Bobby et JR et père de Lucy, sous les traits du comédien David Aykroyd. Il m'a fallu du temps pour comprendre. En fait, je ne veux pas de leur monde, et rien ne pourra y faire, c'est tout. Je vais pouvoir vivre. Mais ailleurs. Ainsi que sa femme Valène, que JR ne porte également pas dans son cœur. Vous avez réglé cette affaire à la perfection. Ma modestie en souffre énormément, mais vous avez raison. Toujours au cours de cette seconde saison de Dallas, le personnage de JR va s'étoffer et prendre de plus en plus d'envergure. Bobby Ewing, qui était censé être le héros du feuilleton, va devenir une sorte de faire-valoir de JR, ce qui va agacer fortement le comédien Patrick Duffy, qui à maintes reprises va se plaindre auprès de la production. Toujours au cours de cette seconde saison, les scénaristes vont rendre le personnage de Sue Ellen alcoolique. L'actrice Linda Gray, contrainte et forcée de jouer ce rôle peu valorisant, décide que son personnage ne serait pas vulgaire et qu'elle garderait une certaine classe. Au fil des épisodes, le personnage de J.R. Ewing, de par sa popularité, va devenir la coqueluche des téléspectateurs et va se détacher largement des autres comédiens, car il est la star du feuilleton, avec tout un merchandising à son effigie qui engrange beaucoup de bénéfices et que tous les fans de la série s'arrachent. Une réelle amitié va s'installer entre Larry Hagman et Patrick Duffy. Ces derniers s'entendent comme larrons en foire, n'hésitant pas à faire des blagues lors du tournage de Dallas, en se jetant de la nourriture lors du dîner familial, et à s'amuser sous le regard médusé des autres comédiens. Au cours de la 3e saison de Dallas, beaucoup de nouveaux personnages vont faire leur apparition, parmi lesquels Mitch Cooper, un jeune étudiant en médecine qui par la suite épousera Lucy Ewing. On en a parlé déjà plusieurs fois, mais c'est bête de se marier avant d'avoir fini ses études. J'aime vraiment Lucy et je veux qu'elle devienne ma femme. Le mariage n'est pas toujours un chemin couvert de roses, pas vrai, Pam? Dusty Farlow, un riche propriétaire texan, interprété par le comédien Jared Martin, qui va devenir l'amant de Sue Ellen Ewing. Vous êtes cette Madame Ewing? L'une d'elles. Bonjour. Ah, Bobby. Voici mon beau-frère, Bobby Ewing. Monsieur... Farlow. Dusty Farlow. Très heureux. Donna Culver, qui par la suite deviendra la femme de Ray Krebs. Ainsi que Christine Shepard, la sœur de Sue Ellen Ewing, qui avait fait une apparition au cours de la seconde saison. Mais cette fois-ci, sous les traits d'une nouvelle actrice, Mary Crosby, laquelle entretiendra une relation adultérine avec JR. Il paraît qu'il a été fraîchement repeint. On pourra passer le voir ce soir après le travail. Ah, JR, tu es le meilleur des beaux-frères. Comment tu voudrais que je pense à toi? Essaie de trouver une idée. Je parie que tu finiras par en trouver une sûrement très intéressante pour nous deux. Au 13e épisode de cette 3e saison, on retrouve Gary Ewing, l'un des fils Ewing, sous les traits d'un nouvel acteur, Ted Shackelford, avec sa femme Valène. Et ce, afin de lancer un nouveau feuilleton que Laurie Mark souhaite produire, Côte Ouest. On peut emménager bientôt? Si je peux trouver quelqu'un pour terminer les petits travaux, je dirais 8 à 10 jours. Ce n'est pas à South Fork. Ah, je sais, mais c'est à nous, mon chéri, à nous. La 3e saison de Dallas devait se clôturer par un cliffhanger qui amènerait le procès de Jock Ewing pour la 4e saison de Dallas. Mais au vu du succès du feuilleton télévisé sans cesse grandissant auprès du public et les recettes publicitaires qui s'envolent, la chaîne CBS décide de rajouter 4 épisodes supplémentaires pour clôturer cette 3e saison, parmi lesquels le procès de Jock Ewing composé de 2 épisodes. Le dernier épisode étant celui dans lequel une personne tire sur J.R. Ewing. Et le suspense sera à son comble dans ce dernier épisode de cette 3e saison où les indices d'audience sont à leur paroxysme
et va constituer l'un des plus gros cliffhangers télévisuels de l'histoire de la télévision. Les 4 épisodes sont écrits à la hâte, puis tournés aussitôt, et il est décidé que la saison 3 se solderait par une personne qui tire sur J.R. Ewing. La tension est extrême au cours de cet épisode, car tous les protagonistes ont de bonnes raisons d'avoir tiré sur J.R. Aujourd'hui, je ne peux plus faire grand-chose, sauf éliminer cette pourriture de la Terre. Il veut me faire enfermer dans cet asile, mais je me défendrai. Cette fois-ci, il n'y arrivera pas. Vous aviez parfaitement raison. Je sais que je ne peux compter sur personne pour ce que j'ai l'intention de faire. J'ai un mandat d'arrestation. Mais pourquoi? Prostitution. Je vais le tuer. Il va falloir prendre son tour. Je crois qu'on n'est pas les seuls à vouloir le tuer. L'Amérique tout entière est en émoi, et tous les regards vont se cristalliser sur le feuilleton, amenant au passage une audience colossale. Cependant, les téléspectateurs devront attendre la rentrée 1980 afin de connaître l'identité du tueur. Profitant de ce spectaculaire coup de théâtre et de l'engouement du public, Larry Hagman tente de renégocier son contrat à la hausse auprès de Lorimar. C'est la condition sine qua non qu'impose Larry Hagman auprès des producteurs. Mais le producteur Philip Capis s'y oppose. Et vous allez voir que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ne manquez pas le prochain épisode de Série Culte qui sera consacré à la seconde et dernière partie de ce documentaire dédié au feuilleton télévisé Dallas. This play of gallantry is overwhelming. Now, when you get yourself settled in, I want you to let Minor look like a poka-tunka-nakam. Now, I suggest you get your putty. Now, when you get yourself settled, I want you to tell me. No, sir, I'm not kidding. What is that line? Guess I took care of that. Yeah. J.R. Cliff Barnes is here to see you. Clifford Barnes!